Le rêve américain paraissait autrefois simple. Travailler dur, acheter une maison, bâtir une vie. Mais aujourd'hui, ce rêve peut tout aussi bien mener quelqu'un à la ruine. Une maison n'est plus un actif garanti. C'est une dépense de long terme et à haut risque. Et l'idée qu'en posséder une vous rendra forcément plus heureux, elle relève davantage de la nostalgie que de la réalité. Pourtant, des millions continuent de la poursuivre. De nouvelles données ont montré que la famille états-unienne moyenne ne pouvait se permettre qu'environ 15% des logements sur le marché en 2023, un niveau jamais atteint auparavant. Et voici le paradoxe. La plupart des Américains rêvent encore de devenir propriétaires, mais plus de 60% pensent qu'ils n'y parviendront jamais. De plus en plus affirment que, quoi qu'ils fassent, la maison de leurs rêves s'éloigne. Voici ce que personne n'aime dire à voix haute. Les baby-boomers achetèrent des maisons quand les prix ne représentaient que 2 ou 3 fois leur revenu annuel, et cela semblait déjà un cap important. Pour la génération Z, ce même cap ressemble plutôt à une porte close. Ce qui était jadis un signe de réussite est discrètement devenu un piège financier. Prenons Jordan. Il a passé des années à louer le même appartement étroit en se disant qu'il lui fallait seulement un peu plus de temps pour épargner. Mais chaque fois qu'il mettait de côté quelques centaines de dollars, la vie les lui reprenait. Le loyer augmentait, les courses augmentaient, l'essence augmentait, tout augmentait, sauf le salaire de Jordan. Pendant ce temps, les prix des logements s'emballaient et les taux de crédit suivaient de près. Chaque annonce que Jordan consultait lui rappelait une chose. Son rêve lui échappait plus vite qu'il ne pouvait le poursuivre. Et à force, ce n'était plus seulement décourageant, c'était impossible. C'est là que s'installe la frustration, puis l'épuisement, et la prise de conscience que le rêve américain promis n'était peut-être pas fait pour lui. Les prêts immobiliers ont été pensés pour un monde qui existe à peine encore. Une économie du XXe siècle où l'on gardait le même emploi pendant des décennies, où les taux restaient chez modestes et où la population augmentait. À cette époque, acheter une maison s'apparentait à une étape de vie, stable et prévisible. Mais après la crise de 2008, et plus encore après 2020, le terrain a changé. Les salaires n'ont plus suivi, les taux ont explosé. L'offre de logement s'est effondrée. Et pourtant, le système hypothécaire est resté le même, comme s'il n'avait rien appris. Ce qui était un pari sûr est devenu peu à peu l'un des contrats financiers les plus risqués que la plupart signeront jamais. On se sent toujours poussé à le faire, même quand les comptes tiennent à peine. Et voici le plus étonnant. Malgré des prix records, des millions d'Américains s'accrochent encore à ce rêve. Mais pour ceux qui ont réussi à acheter, il ne paraît pas toujours si idyllique de près. Un récent sondage montre que près de 7 propriétaires sur 10 regrettent leur achat, tant le stress financier est plus lourd qu'ils ne l'imaginaient. Tous les coûts imprévus, réparations, impôts, assurances, s'empilent vite, presque brutalement. Une étude de Clever Real Estate le détaille. En 2025, être propriétaire n'est pas seulement coûteux, c'est incroyablement cher. En plus du crédit, le propriétaire moyen débourse environ 24 500 $ par an, soit plus de 2 000 $ chaque mois, pour les services, l'entretien, les réparations, les impôts fonciers et l'assurance. Bref, tout ce qu'on ne met pas dans la brochure. Les services à eux seuls représentent la charge la plus lourde après le prêt. Et si vous appartenez à une association de copropriétaires, ce n'est pas fini, c'est pire. Les membres d'une telle association paient environ 3 000 $ de plus par an, ce qui porte le total à près de 28 000 $. 28 000 $. Juste pour garder un toit sur sa tête. Le plus troublant, presque personne ne l'avait anticipé. Plus de 8 propriétaires sur 10 disent que les coûts réels les ont pris au dépourvu, comme s'ils avaient signé pour une vie et s'étaient réveillés dans une autre. Et près de la moitié admet désormais quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru dire. Louer pourrait en fait être la voie la plus simple. Un véritable investissement vous rapporte. Votre maison, non. Au final, être propriétaire coûte bien plus que le prix payé à l'achat. Quand on regarde ce que l'on dépense vraiment au fil des années, le gain possible à la revente peut s'évaporer très rapidement. Voyons pourquoi.
Les premières années d'un prêt sont rudes. La majeure partie de vos versements part dans les intérêts, pas dans le logement lui-même. Et cet argent est perdu pour de bon. Ajoutez les frais de notaire, les commissions et autres charges, et vous pouvez laisser près de 10% de la valeur du bien rien qu'en achetant ou en vendant. Puis viennent les réparations, l'entretien et les pannes imprévues. Les propriétaires dépensent souvent entre 1 et 4% de la valeur de leur maison chaque année juste pour la garder habitable, tandis que les impôts fonciers et l'assurance continuent de grimper. Prenez Jessie. Elle pensait qu'acheter en 2019 était un choix judicieux, une maison de banlieue avec 3 chambres, un crédit supportable, un certain orgueil. Mais la réalité a frappé vite. Les impôts ont augmenté, l'assurance aussi. Le toit s'est mis à fuir, le chauffage et la climatisation sont tombés en panne. Même l'entretien courant coûtait plus qu'elle ne l'avait prévu. Les charges et les frais de copropriété se sont ajoutés. Rapidement, Jessie a eu l'impression que sa maison vidait son compte plus vite qu'elle ne pouvait le remplir. Certains jours, elle se dit qu'elle aurait dû louer un peu plus longtemps ou épargner bien davantage. Car quand les coûts grimpent plus vite que vos revenus, être propriétaire cesse d'être un rêve et commence à ressembler à un piège. Et ce sont les milléniaux qui sont le plus durement touchés, nés entre 1981 et 1996. Certains ont tout juste acquis leur premier logement, pile au moment où les coûts s'emballaient. Près d'un propriétaire millénial sur 4 dit que la pression financière est si forte qu'il souhaiterait revenir à la location. C'est plus du double de la part des baby-boomers, nés entre 1946 et 1964, qui ressentent la même chose. Et la génération X, elle peine aussi. Près de 25% disent qu'ils reviendraient sur leur achat s'ils le pouvaient. Passons maintenant à un autre sujet financier typiquement américain. Les cartes de crédit. Aux États-Unis, un seul chiffre, votre cote de crédit, peut définir toute une vie financière. Il influence la possibilité de louer un appartement, d'acheter une maison, de prendre un prêt automobile, ou même d'accéder à des services de base. Beaucoup d'Américains peuvent se voir accorder d'énormes prêts, comme un crédit immobilier d'1 million de dollars, tout en ayant du mal à payer les dépenses du quotidien. Le problème, c'est que les cartes de crédit arrivent très tôt dans la vie des jeunes Américains, souvent à l'université. Les banques les incitent à prendre des cartes à faible plafond pour bâtir un historique. Mais la plupart des écoles n'enseignent pas comment gérer le crédit, les intérêts ou la dette de façon responsable, d'où l'idée que le crédit est de l'argent en plus et non de l'argent emprunté. Cela mène à la surconsommation et à l'endettement durable. La logique est acheter maintenant, payer plus tard. Les prêts étudiants et le coût du logement normalisent la dette dès le départ. Et il devient courant d'emprunter non seulement pour l'essentiel, mais aussi pour le superflu. Curieusement, la situation est très différente en Europe. Le crédit y sert surtout à des dépenses planifiées. Pour le quotidien, on utilise surtout des espèces ou des cartes de débit. Les études sont gratuites ou bien moins chères qu'aux États-Unis dans la plupart des pays, si bien que les jeunes commencent sans lourds prêts étudiants. Les banques n'encouragent pas les cartes de crédit, et la culture valorise l'épargne, l'anticipation et l'évitement des pratiques risquées. Le crédit reste un outil, pas une obligation. On peut vivre correctement sans enchaîner les prêts coûteux ni emprunter en permanence. Un autre aspect, auquel on pense rarement, est l'effet de la situation financière sur la vie amoureuse des jeunes adultes. Le mariage a toujours été vu comme un grand cap, un signe de stabilité et d'engagement. Mais pour la génération Z, née entre 1997 et 2012, la chose est compliquée. Ils sont coincés, prêts étudiants, loyers exorbitants et coûts de la vie font du mariage un fardeau plus qu'une fête. Acheter, fonder une famille et maintenir un niveau de vie deviennent angoissants quand les revenus manquent de stabilité. Ainsi, contrairement aux générations précédentes qui se mariaient jeunes et bâtissaient ensemble leur patrimoine, la génération Z tend à voir le mariage comme un risque financier superflu.